Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, Silver, nous allons parler d'un sujet qui est essentiel lors de la préparation d'un voyage aux États-Unis, à savoir la location de voiture. Exactement, on va revenir sur un sujet pratique pour vous aider à mieux préparer et à mieux appréhender votre futur voyage. Et effectivement, la question de la location de voiture, ça soulève plein de sous-questions et c'est ce qu'on va essayer de traiter. Donc il y a beaucoup de points à voir. On va essayer de ne pas trop s'étendre, mais d'être pratique et de donner plein d'informations utiles. Voilà. Alors on va d'abord commencer par une question pratique, à savoir où réserver en ligne une location de voiture. Alors effectivement, c'est une bonne question parce qu'aux États-Unis, il y a il y a de nombreux réseaux de loueurs de voitures. Les deux principaux réseaux, les deux plus gros, c'est Avis et Hertz, mais on va trouver aussi Budget Rent-A-Car, Sixt, Enterprise, National, Alamo, Dollar, Thrifty et puis plein de petits loueurs locaux encore divers et variés. Donc c'est toujours assez difficile de faire son choix. Nous, on a une stratégie qui est de ne pas trop se disperser. On a nos habitudes chez les deux plus gros loueurs que sont Hertz et Avis et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que ce sont des réseaux qui sont présents en Europe, donc qui ont des sites de réservation européens. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Il y a des Dollar Rent-A-Car, ça n'existe pas en Europe. Donc ce sera que sur les sites américains, etc. Et ensuite aussi parce qu'ils sont fortement présents aux États-Unis, leur couverture est vraiment large. Et du coup, si sur place vous avez un problème technique, souvent quand même il est plus facile effectivement de trouver une solution et une nouvelle agence pour un nouveau véhicule. Exactement. Avec ces agences. Si vous avez un problème, le plus simple c'est toujours de passer dans une agence du réseau de location où vous avez loué, pour résoudre ce problème que de le faire par téléphone ou autre. Et plus vous avez un réseau étendu, plus c'est facile de trouver une agence et plus ils auront de voitures, etc. Donc nous, on se concentre généralement sur ces deux loueurs et on s'est rendu compte que, in fine, c'est toujours là qu'on a trouvé les meilleurs prix. Donc on n'a jamais vraiment eu le besoin d'aller se disperser chez les autres réseaux. Par contre, une question peut se poser aussi parce qu'il existe des brokers, Silver, et en fait, quel est notre avis sur le sujet ? Alors, effectivement, ce qu'on appelle un broker, en fait, c'est un intermédiaire, un site de réservation qui va vous proposer de réserver auprès de plein de loueurs différents, qui va faire l'intermédiaire entre vous et ces loueurs. Donc ça ressemble à des sites comme des moteurs de recherche de location de voitures, où on va vous proposer des voitures chez Avis, chez Hertz, etc., à différents prix. Par contre, ils sont réellement des intermédiaires, c'est-à-dire que la réservation se fait par leur biais. Exactement. Alors c'est un peu ça justement le problème des brokers. Nous, c'est ce qu'on n'aime pas trop, c'est qu'on n'aime pas multiplier les intermédiaires. On aime être en direct avec le loueur, avec l'agence de voyage, avec etc. etc. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc tout va très bien avec un broker. Le problème est que lorsqu'il y a un souci, eh bien vous avez deux personnes qui vont se renvoyer la balle. Le loueur dira allez voir avec votre broker parce que c'est chez lui que vous avez réservé. Et le broker il dira mais allez voir avec le loueur, j'y peux rien, c'est bien chez lui in fine que vous allez prendre votre voiture. Et souvent, de fait, les gens passent par les brokers parce qu'ils pensent que les prix sont plus intéressants. Et après comparaison, souvent, quand même, parce qu'on regarde, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, notamment avec les astuces qu'on va vous donner tout à l'heure. Mais c'est vrai que si on regarde brut, on va sur le site d'Avis France, et puis si on vérifie sur un broker, il est possible qu'il nous trouve un meilleur prix parce que il a une offre de choix plus large. Mais si on sait bien réserver sur les sites, on va l'expliquer plus tard, généralement on n'a pas de meilleur prix. Après, il y a d'autres risques et d'autres problèmes qui sont associés au broker. Parmi eux, on va trouver la question des assurances. Alors, il y a toujours la question de savoir qui fournit l'assurance. Il y a beaucoup de brokers qui disent vous allez prendre une réservation et à travers nous, de toute façon, vous êtes assuré par nos propres assurances. Alors ça, c'est gentil, mais le jour où il y a un problème, ça veut dire qu'il y a encore un tiers pour réagir et ensuite se faire rembourser.
Nous, on préfère toujours avoir l'assurance en direct auprès du loueur parce que dans ce cas-là, en réalité, ce n'est pas une assurance. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ce qu'on appelle un damage waiver. Quand vous êtes chez Avis ou Hertz et que vous prenez la protection maximale zéro franchise, en réalité, ce n'est pas une assurance supplémentaire, c'est un damage waiver. Ça veut dire que vous retirez les éventuels frais liés au dommage. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une assurance, qu'il n'y a pas de discussion. Avec une assurance, on va regarder les conditions dans lesquelles ça s'est passé, est-ce que oui, vous êtes couvert ou pas. Et puis dans une assurance, normalement, c'est vous qui avancez les frais, l'assurance vous rembourse. Avec un damage waiver, quand vous êtes passé en direct, en fait, la question ne se pose même pas. Vous avez, nous, c'est ce qu'on va toujours conseiller, une franchise à 0$. Ça veut dire qu'en cas de vol ou d'accident ou de rayure ou de quoi que ce soit sur la voiture, eh bien, votre responsabilité, elle est engagée à hauteur de 0$. Donc, en fait, il n'y a même pas de discussion. Vous rentrez la voiture défoncée. Ça nous est arrivé. On a eu un accident une fois. On a rapporté la voiture défoncée. On a rempli un petit papier de rien du tout. Et on est parti. Et c'est tout. On s'est occupé de rien. Si on avait eu une assurance, on aurait dû payer des frais et ensuite se faire rembourser. En fait, ça nous est arrivé plusieurs fois. Notamment une fois où on était à Orlando. Je conduisais, je ne sais pas si tu te souviens, et là moi j'ai eu l'impression qu'un sniper m'avait tiré dessus. Je pense que c'était plutôt un gravier, mais bon, l'impression était celle-ci, et du coup c'était ma vitre, la vitre conducteur gauche avait explosé. Comment ça s'appelle, le pare-brise devant était fissuré aussi, enfin il n'était pas comme ça. Et donc là, on a conduit directement, quand c'est arrivé directement, on est allé à l'agence Avis, je pense que ça devait être chez Avis. Et là, on a déposé la voiture. Ils nous ont absolument rien demandé. Non, ils nous ont donné une autre voiture, ils ont fait deux modifications au contrat, on a changé nos bagages de voiture et on est reparti. Voilà, ça. Et la deuxième fois, je pense, c'est quand j'ai eu un accident à Miami, toujours en Floride, et où on m'était rentré par derrière. À la sortie de l'autoroute, et là effectivement c'était le coffre qui était embouti, et quand on est allé on a remis la voiture. Alors il y avait eu un constat il y avait un constat qui a été fait par la police, on a donné le constat, mais après voilà, on n'a eu aucune question, voilà. Et ça effectivement, si vous n'avez pas les assurances et que vous êtes assuré par un tiers comme le broker, etc., ben, ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir engager des frais, etc. Donc ça c'est une des premières raisons pour lesquelles on n'aime pas trop forcément passer par les assurances des brokers quand il y en a. La deuxième chose à faire très attention, c'est que la plupart du temps chez les brokers, les frais d'aller simple, quand il y en a, on en reparlera plus tard, ne sont pas compris dans les frais de location, et donc souvent il faut faire très attention au prix qu'on voit, parce que quand il n'y a pas le frais d'aller simple et quand on rajoute 300, 400, des fois $500 de frais d'aller simple, ça change tout dans les prix. Et ensuite en fait après il y a un léger risque auquel un de nos clients a été confronté aussi. C'est qu'en fait, donc certains clients souhaitent un certain type de véhicule. Et là, c'était à San Francisco. Et ils souhaitaient un véhicule haut de gamme, comme ça. On avait du mal, on n'arrivait pas à trouver de disponibilité, ni à San Francisco, ni dans les agences de ville, ni à l'aéroport. Et là, il nous dit, ah ben moi j'arrive à trouver par un broker. Ils nous disent que je ne sais plus si c'était chez Avis, ils en ont. On dit c'est bizarre quand même, parce que pourquoi ils en auraient à travailler de broker et pas en direct. Le client tenait vraiment à avoir ce véhicule, il a donc fait la réservation, et bien sûr, arrive le jour J, il va à l'agence, et là on lui dit qu'il n'y a pas de modèle, ce modèle n'est pas disponible. Ouais. Donc ça effectivement c'est bien quelque chose à vous rendre compte. Ne croyez pas que les brokers ont une partie du stock qui leur est réservé. C'est juste des intermédiaires de réservation. Si la voiture n'est pas disponible chez Avis, elle ne sera pas disponible chez le broker, chez Avis via le broker. Ça, c'est une certitude. Nous, c'est ce qu'on a toujours cru. Voilà, il y en a un client qui vraiment voulait absolument. Eh ben, il en a eu pour ses frais parce qu'après, le véhicule n'était pas disponible. Ça a été très compliqué pour lui. Donc, voilà, si vous ne trouvez pas quelque chose chez le loueur et qu'un broker vous le propose, ben, probablement, il vous propose quelque chose qui ne sera pas disponible in fine. Voilà. Et justement, on va pouvoir parler maintenant du choix du véhicule. C'est un choix qui est assez important, effectivement, le choix du véhicule pour tout le séjour.
Alors effectivement, la première chose qu'on fait quand on fait une réservation d'un véhicule de location, bah, c'est de choisir une catégorie de véhicule. Donc il y a beaucoup de catégories différentes. Et la première question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on est certain du modèle qu'on va obtenir? Et la réponse est non. Sur les réservations standards, c'est toujours une catégorie de véhicules. Donc on va vous dire par exemple... Type modèle. Voilà, par exemple, medium sedan, ça veut dire une berline de taille moyenne. Entre parenthèses, on va dire type Chevrolet Malibu. Ça ne veut pas dire que vous aurez forcément une Chevrolet Malibu. Vous aurez un véhicule équivalent à une Chevrolet Malibu. Et c'est vrai que si vous avez fait votre choix en vous focalisant sur le modèle proposé comme exemple de la marque, il y a souvent des gens qui sont déçus derrière. Par contre, non, ce qu'on peut voir, ce qui est assuré généralement, c'est le nombre de places. Si vous avez sélectionné... Voilà. Le modèle, la catégorie est garantie. Alors garantie, sauf quand ils sont vraiment, voilà, on en reparlera, mais normalement la catégorie est garantie. Et dans la catégorie, il y a effectivement la taille du coffre, le nombre de places qui entrent en jeu. Mais après, c'est pas un modèle spécifique. Alors, il existe quand même certains loueurs, à certaines agences, pas partout, qui peuvent proposer des véhicules garantis. Alors on le voit dans la liste, il y a marqué véhicule garanti. Alors, en général, c'est pas pour un petit véhicule, un véhicule standard. C'est généralement pour un véhicule un peu luxueux, une BMW, je ne sais quoi, ou un Roadster, etc. Là, on peut avoir des véhicules garantis et ils vont vous garantir ça. Mais il faut savoir que c'est nettement plus cher, que c'est certains types de véhicules, certaines agences, et jamais en aller simple. Ce sera toujours avec retour à la même agence. Quand ils ont des véhicules spécifiques comme ça et qui garantissent, ils ne veulent pas qu'ils partent et ne jamais les revoir. Après, éventuellement, sur place, on peut demander, si jamais on n'est pas satisfait du modèle proposé, on peut demander en avoir un autre, mais il faut faire très attention. Oui, il faut faire attention parce que souvent, ce sera une bonne occasion pour eux de vous proposer de vous upgrader sur un autre modèle et donc de vous faire payer plus cher. Il arrive cependant, dans un certain nombre de grosses agences, c'est de plus en plus souvent le cas, au lieu que l'attribution du véhicule se fasse au comptoir, on va vous dire, on va vous faire tous les papiers et on va vous dire, allez, rendez-vous au parking, dans l'allée numéro tant. Et là, tous les véhicules de l'allée sont de la catégorie compact ou de la catégorie SUV. Et choisissez le véhicule que vous voulez. Et ensuite, en ressortant de l'agence, c'est là qu'ils vont inscrire le véhicule en particulier, sa plaque d'immatriculation sur votre contrat. Quand c'est le cas, c'est vrai que c'est sympa parce que du coup, on a plusieurs choix de véhicules à l'intérieur, évidemment, de la même catégorie. Mais ce n'est pas le cas partout, loin s'en faut. En revenons maintenant au choix en fait, de la gamme de véhicules, Silver. Alors, dans les gammes de véhicules, on va les passer en revue assez rapidement. Bon, d'abord, il y a vraiment les petits véhicules compacts, type Ford Focus. Alors vraiment ces véhicules-là, ils sont peu intéressants parce que généralement ils sont à peine moins chers que les gammes supérieures, mais vraiment on va gagner 2 $ par jour. Et ils sont vraiment petits. Le seul intérêt particulier, c'est vraiment si vous êtes très peu nombreux et que vous restez dans une ville, si vous avez juste faire Los Angeles, bon pourquoi pas avoir une Ford Focus. Vous êtes 2 à Los Angeles, pourquoi pas prendre une Ford Focus. Mais dans la plupart des autres cas, ça ne va pas être des véhicules intéressants. Attention, ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est le généralement. Il se peut néanmoins, faites quand même bien attention, que pour une raison qu'on ne peut pas s'expliquer, sur un site donné, le véhicule soit beaucoup moins cher. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le prendre. S'il correspond à votre taille, il faut bien faire attention, notamment à la taille des coffres. Donc après, on va rentrer dans les véhicules un peu plus standards qui vont convenir pour des voyages itinérants aux États-Unis. Donc il y a les berlines, généralement c'est medium sedan, type Corolla, voilà, ce type de véhicule. Et juste au-dessus, plus confortable, un peu plus grand, les larges sédans, les grosses berlines, type Camry ou Chevrolet Malibu. Alors ça, c'est des catégories qui conviennent à une famille de 4 à 5 personnes. Maximum. Voilà, 5 personnes. Attention, ne pas avoir trop de bagages non plus. Le coffre n'est pas... Il est grand, mais il n'est pas illimité. Alors, des véhicules qui ont à peu près la même taille dans l'habitacle et au niveau des bagages qu'une grande berline, on va avoir les small SUV. Donc SUV, c'est Sport Utility Vehicle, c'est les 4x4 entre guillemets, qui sont plus vraiment tous forcément très des 4x4, il y a des 4x4 de ville, mais disons que c'est le type de choses. Donc dans les small SUV type Toyota RAV4 par exemple,
on va avoir un véhicule à peu près équivalent à ce qu'on a sur une grande berline. La grosse différence, ça va être qu'au niveau du coffre, on n'a pas un coffre qui se referme comme dans une berline, mais on va avoir un haillon arrière qui se soulève. La grosse différence, c'est que la plupart du temps, la partie supérieure du haillon qui couvre le coffre n'est pas présente sur les véhicules qu'on loue. Donc ça veut dire que l'intégralité du contenu du coffre est visible de l'extérieur. Du coup, nous, on vous conseille, alors souvent, nous, on utilisait parfois les serviettes de plage et autres. Sinon, vous achetez sur place une nappe en plastique noir. C'est ce qu'on a fait récemment et ça marche aussi très bien. Ouais, quand vous recouvrez ensuite l'intégralité de vos bagages avec ça, une fois qu'on regarde à travers la vitre qui est légèrement teintée du véhicule, on voit une sorte de gros amador, on voit vraiment pas ce qu'il y a et ça vous permet d'éviter évidemment le problème quand les bagages sont visibles, c'est les risques de vol et de bris de vitres pour aller chercher ces choses-là. Après, on peut désirer avoir des véhicules de catégorie supérieure, soit notamment pour la taille et pour le nombre de sièges, notamment avec les minivans. Voilà, alors tous les véhicules dont on va parler maintenant qui sont de catégorie supérieure, ça va être généralement des véhicules 7 places. Et alors quand on dit 7 places aux États-Unis, c'est pas comme en France où généralement les véhicules 7 places c'est 5 places plus 2 places dans le coffre, mais dans ce cas-là vous avez quasiment plus de coffre. Là on a 7 vraies places plus un coffre. Mais les places les plus à l'arrière, si on les rabat, ça agrandit encore plus le coffre. Et là, vraiment, on a des très très gros coffres. Donc ça peut convenir à des gens qui sont 5, 6, voire 7, même si ça devient un peu serré, ou à des gens qui ont beaucoup de bagages et qui veulent avoir de la place dans leur coffre. Donc dans ces catégories-là, on va avoir les monospaces, ce qu'on appelle aux États-Unis des minivans, type Pacifica, ou on va avoir des intermediate SUV, donc des SUV de taille intermédiaire, comme une Chevrolet Traverse, qui sont des gros SUV de ville, mais qui sont pas encore des vrais gros 4x4. Les vrais gros 4x4, vous allez les avoir sur la catégorie encore au-dessus, qui est le large SUV, le grand SUV. Et là, vous aurez deux catégories, le grand et le très grand, on va dire. Le grand, c'est type Chevrolet Tahoe, et le très grand, c'est type Chevrolet Suburban. Ouais. Ces trois dernières catégories peuvent être aussi intéressantes pour des voyages de personnes qui font du camping. Donc, on sait qu'on a besoin souvent quand même de plus de place. Exactement. Parce qu'on a des boîtes, on a pas mal de choses à ranger, la tente et autres. Et du coup, c'est vraiment très très appréciable d'avoir plus d'espace. Exactement. Et pour les deux dernières catégories, les Tahoe, les Suburban, les gros SUV, on a aussi un autre avantage, c'est que ce sont des véhicules qui sont quand même plus surélevés. Et du coup, quand on se retrouve dans certaines routes de l'Ouest américain où il y a des ornières, on a des routes non pavées, etc., on va avoir moins de risques de toucher avec le bas de caisse et on va passer avec beaucoup plus de confiance dans ces endroits-là. Ouais. Il existe encore trois autres gammes de véhicules hiver, mais qui correspondent à des besoins vraiment spécifiques. Exactement. Alors, il y a quelque chose qui fait souvent rêver les personnes qui partent, mais là, il vaut mieux être que deux, c'est de prendre un convertible. Donc, généralement, c'est la Ford Mustang cabriolet. Donc, évidemment, ça fait rêver. Une décapotable. Une décapotable. Mais le problème de ces véhicules, c'est qu'ils ont un coffre vraiment très, très, très petit. Donc, c'est pour ça que théoriquement, vous pourriez être 4 dedans, mais vraiment avec très, très peu de bagages. Donc, bon, si vous êtes deux, là, pour le coup, ça rentre. Et c'est vrai que ça peut être sympa sur un voyage itinérant dans l'Ouest. Notamment, oui, sur la côte californienne. Comme ça. Alors, une autre aussi qui est effectivement plus mythique, à savoir le pick-up. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui proposent des pick-up. Alors le pick-up truck, vous savez, c'est la petite camionnette avec la plage arrière où on peut mettre tout le matos qu'on veut. Si vous avez une armoire géante à transbahuter, c'est parfait. Et c'est vrai que les gens ont voilà, dans les films américains, dans les séries, on voit les gens qui conduisent les pick-up. Et puis quand on est aux États-Unis, on voit des pick-up partout autour de soi. Il y a des gens qui se disent ça doit être assez génial de pouvoir faire l'Amérique en pick-up. C'est très tentant. C'est tentant, il y a juste un mais, et il y a juste un hic que les gens ne pensent pas, c'est que dans un pick-up, il n'y a pas de place, de coffre. Il n'y a pas de place pour les bagages. Enfin, si, il y a de la place. Il y a de la place dans la partie arrière du pick-up. Il y a toute la place que vous voulez, mais c'est une place extérieure. Donc, ça veut dire que s'il pleut, vos bagages, ils sont sous l'eau. Et ça veut dire que quand vous vous arrêtez, vos bagages, ils sont accessibles à n'importe qui. Non, et en plus, quand vous conduisez, il faut les amarrer. Enfin, et voilà, donc c'est pas du tout fait pour. Alors, donc vraiment, nous, on a du mal à comprendre cette logique-là. À moins que vous soyez deux et que vous utilisiez les places arrière, parce que généralement, c'est des pick-up avec
4 places, 4-5 places, plus la partie arrière, et que vous utilisiez les places arrière pour mettre vos bagages, je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir avec un pick-up, même si ça fait rêver. En fait, après une autre gamme de véhicules que l'on a testé l'été dernier, à savoir les vannes 12 places. Ouais. 10-12 places. Alors, il y a effectivement des gros vans type Ford Transit qui sont comme les vannes qui viennent vous chercher à l'aéroport, ce type de shuttle, c'est des minibus exactement, qui font soit 10 soit 12 places. C'est les mêmes en fait en taille, hein. C'est juste l'aménagement intérieur qui est fait un petit peu différemment et la taille du coffre qui varie, mais c'est vraiment les mêmes types de véhicules. Donc ça, c'est un véhicule qui va permettre d'être nombreux. Donc on peut être jusqu'à une dizaine. Faut pas trop pousser quand ils disent 12 places, parce que si vous êtes à 12, vous n'aurez pas l'espace pour le coffre pour 12 personnes. Mais disons que entre 8 et 10 personnes, on peut tenir assez confortablement. À 8 personnes, c'est extrêmement confortable. Espace. En espace. Voilà, en espace pour les gens. En revanche, il y a quelques... Alors déjà, on n'en trouve pas partout. On ne peut pas en trouver à toutes les agences et entre toutes les destinations. Là, il y a un vrai côté colonie de vacances qui est très sympa. Il y a quand même un point qui nous a marqué la dernière fois qu'on a fait ce voyage et qu'on a été avec ce type de véhicule, c'est quand même que le niveau de confort est inférieur aux autres types de véhicules. Largement inférieur. C'est-à-dire qu'on est assis sur des banquettes, c'est pas des sièges confortables comme dans les belles voitures américaines, on a des sièges super confortables, on a une super sono, non, là c'est vraiment des véhicules qui sont utilisés pour transporter l'équipe de foot junior de l'aéroport au camp, mais voilà, c'est pas un véhicule confortable pour faire des milliers de kilomètres. Ça passe, mais c'est beaucoup moins confortable qu'une voiture normale. Oui, franchement, moi j'avais l'impression qu'on se trouvait dans le bus qui nous amène quand on va faire du rafting. Avec le plancher qui tremble et... bon. Exactement. Donc ça peut être une option, à vous de juger, mais tenez, ayez en tête qu'il y a quand même un confort inférieur aux autres types de véhicules. Maintenant, une question essentielle dans la location de voiture, Silver, c'est à quel budget s'attendre ? Alors, c'est vrai que les États-Unis, c'était une destination où la location de voiture est quand même plutôt moins chère qu'ailleurs. C'était vraiment le cas avant le Covid. Depuis le Covid, les prix ont quand même pas mal augmenté. Il y a des raisons techniques à ça. C'est que pendant le Covid, ils ont vendu leur stock pour pouvoir survivre simplement. Et quand le Covid a été terminé, qu'ils ont voulu racheter leur stock, les véhicules étaient plus disponibles à cause des pénuries de pièces. Les prix avaient explosé. Donc du coup, la reconstitution du stock a pris plusieurs années. Elle a coûté très cher. Et maintenant, les prix sont quand même... en gros 30% plus cher de ce qu'on avait avant le Covid. Moi, je dirais presque quand même par rapport au prix plancher qu'on arrivait de temps en temps à avoir, elles sont doublées. Presque. Rapport à ces prix planchers. Ouais. Alors, justement, sur ce point-là, les prix n'ont pas augmenté partout pareil. C'est-à-dire que les prix ont surtout augmenté sur les véhicules les moins chers. Et les véhicules les plus chers ont un peu augmenté, mais pas tant que ça. La résultante de ça, c'est qu'aujourd'hui, la différence de prix entre les véhicules normaux et les gros véhicules, elle n'est pas aussi importante qu'elle était avant. Donc c'est vrai qu'on se retrouve finalement, les prix ont augmenté, mais on se retrouve plus souvent à proposer des gros véhicules, tout simplement parce qu'ils sont à peine plus chers que des véhicules standards. C'est pas vrai partout, c'est pas vrai tout le temps, mais c'est beaucoup plus vrai qu'avant. Ainsi, oui, pour un véhicule de 4-5 places, on arrive à un prix journalier entre 50 et 75 euros par jour. Ouais. Voilà. Alors qu'on arrivait à trouver du 30 à 50 euros avant, ouais, voire moins. Enfin, bon. Et pour les véhicules 7 places, on est plus sur entre du 70 et du 100 euros par jour. Ouais, à peu près. Assurance comprise, on va y revenir. Donc ça, effectivement, c'est les prix qu'on obtient actuellement, comme ça, et en faisant attention. On a des astuces justement pour payer moins cher. Vous n'avez pas, si vous allez directement sur le site. Ouais, ce sera plus cher que ça. Voilà. Oui, ça c'est les prix que nous on obtient et que vous allez obtenir si vous suivez nos conseils, et notamment tous les conseils que vous pouvez retrouver sur notre article location de voiture aux États-Unis sur le blog, où tous ces conseils sont vraiment détaillés. On va juste les évoquer là rapidement. Oui, alors le premier conseil, c'est effectivement, il existe des codes de réduction. En fait, c'est des codes que vous pouvez rentrer en ligne. Il y a un champ. À la réservation. Lors de la réservation. Et donc, automatiquement, vous verrez que les prix baisseront. Il faut faire cependant attention à certains codes parce que certains nécessitent un justificatif. Alors exactement. Nous, les codes qu'on fournit sur le blog, qui sont des codes qu'on appelle génériques, ce sont que des codes où on ne vous demandera pas de justificatif pour avoir utilisé le code. Faites très attention si vous utilisez des codes que vous avez trouvés sur des forums en ligne ou qu'un copain vous a passé, parce que ces codes peuvent parfois être des corporate codes
qui sont liés à la possession d'une carte de professionnel ou d'avantages, etc. Et si vous n'en disposez pas et qu'on vous la demande au retrait du véhicule, le tarif va sauter et là, vous serez vraiment embêté. Donc, les codes qu'on donne sont des codes sans justificatif et vous pouvez les utiliser, mais faites attention, ce n'est pas le cas de tous les codes de réduction. Voilà. Ensuite, l'autre astuce est vraiment de comparer les différents sites européens des agences de voyage, par exemple, de location de voitures. Par exemple, chez Avis, pour Avis, vous allez aller sur le site .fr, à savoir le site Avis France, ensuite sur le site Avis Allemagne, Avis Espagne, Avis Norvège, Suède, enfin voilà, il y a plusieurs pays qui proposent, qui ont un site dédié Avis, et donc vous faites votre recherche sur chaque site, et là, soit ce sera le même montant, soit il y aura de grosses différences. Oui, il peut vraiment y avoir des grosses différences de prix selon les agences européennes d'Avis ou Hertz. Hein, c'est vrai pour ces deux loueurs qu'on utilise. On ne se l'explique pas. On ne peut pas prévoir sur quel site et sur quel... Il n'y a effectivement aucune règle. Et même parfois, alors, il y a des années où il y avait même... c'était Avis Grèce. Maintenant, plus du tout. On a eu Avis Irlande. Donc, chaque année, ça change. Et en plus, ça change en fonction aussi des localisations. Et des dates. Voilà, donc il faut tester, sans avoir d'a priori. Exactement. Et quand on fait ça, on arrive généralement à faire baisser de 30, 40, des fois 50% par rapport au prix classique. Voilà. Alors après, l'astuce qui n'est pas vraiment une astuce, mais un conseil, c'est qu'en fait, il faut réserver à l'avance. Il y a très peu, c'est extrêmement rare que vous ayez les meilleurs prix au dernier moment. Et du coup, en fait, réserver à l'avance, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire réserver en automne, début automne, pour l'été. Vous voyez, c'est vrai, c'est presque un an avant. Et c'est comme ça que... Après, souvent, en plus, dans les réservations, elles sont souvent annulables, sans frais. Du coup, même si vous avez fait une réservation un an avant, si jamais vous obtenez, vous voyez, de meilleurs prix après, eh ben, vous pouvez annuler la précédente et en prendre une nouvelle. Exactement. Alors, à l'inverse, la chose qu'il faut éviter de faire, c'est de réserver sur les sites américains des loueurs, en tout cas pour ceux qui ont des sites européens, et surtout de réserver comme si on était soi-même américain. Alors, d'une manière générale, il faut vraiment savoir que les prix sont moins chers pour les étrangers en réservant sur les sites étrangers que pour les Américains eux-mêmes. Des fois, on peut avoir l'impression inverse, mais c'est parce que souvent, pour les Américains, les assurances ne sont pas comprises. Alors que quand on réserve sur Avis ou Hertz, France, Allemagne, Italie, les assurances de base les plus importantes sont systématiquement intégrées. Pourquoi ils les intègrent? Parce que quand ils se retrouvent face à des étrangers, si jamais l'étranger n'est pas assuré, c'est vraiment très compliqué pour eux d'aller se récupérer s'il y a un accident, s'il y a quelque chose. Donc ils préfèrent intégrer les assurances. Les Américains, c'est pas pareil. Beaucoup d'Américains ont des assurances voitures qui peuvent couvrir les locations de voitures, donc ils ne souhaitent pas prendre d'assurance en plus. En revanche, vous qui êtes étranger, en aucun cas, vous ne devez conduire un véhicule sans être parfaitement assuré, parce qu'aux États-Unis, les conséquences des accidents peuvent être extrêmement lourdes en termes pécuniaires. Donc, il faut avoir ces assurances essentielles, et donc il faut s'assurer de les avoir. Et quand on réserve sur les sites américains, ce n'est pas forcément le cas. Et la dernière chose à ne surtout pas faire, c'est louer sur place en se pointant à un guichet, en pensant qu'on va avoir un meilleur prix parce qu'on sera sur place. Là, on risque de se faire, non pas escroquer parce que ce sera des prix normaux, mais crucifier parce que les prix seront incontrôlables et vous n'aurez aucun moyen de contrôler la possibilité de ces prix. Voilà, donc ça sont les principales astuces pour payer moins cher. Si jamais vous voyez un prix qui est vraiment moindre, relisez bien, regardez bien que tout soit bien inclus, surtout, hein, parce qu'il n'y a pas de miracle. Ensuite, on va parler, Silver, d'une location particulière, à savoir l'aller simple, une location en aller simple. Alors effectivement, si vous arrivez à un aéroport mais vous repartez d'un autre, vous allez devoir louer une voiture et la rendre dans une autre agence. Alors selon les cas de figure, cette configuration d'aller simple va entraîner des frais supplémentaires. Ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, souvent, à l'intérieur d'un même État, il n'y a pas forcément de frais d'aller simple. Par exemple, entre Miami et Orlando, en Floride, on n'a jamais vu d'aller simple. En général, en Californie, il n'y en a pas forcément non plus. Mais voilà, dès que les aéroports sont loin les uns des autres et sont dans d'autres États, il y a des frais supplémentaires qui se rajoutent. Quand vous réservez sur les sites européens d'Avis ou Hertz, ces frais d'aller simple sont inclus dans le prix que vous voyez.
En revanche, quand vous passez par des brokers ou sur les sites américains, ce n'est pas forcément le cas et ces frais supplémentaires qui vont de 300, 400, 500 dollars vont se rajouter. De toute façon, regardez bien lorsque vous faites la réservation à ce qui est inclus dans le prix. Regardez bien, voilà, ce qui n'est pas forcément toujours évident parce que les sites ne sont pas très bien faits et c'est souvent pas toujours au même endroit ou c'est dans la dernière étape qu'on peut le voir. Mais faites l'effort et trouvez-les. Ne réservez pas sans les avoir vus. La deuxième chose avec les frais d'aller simple, c'est de se dire qu'à partir du moment où on va faire une réservation en aller simple, il ne faut pas être étonné de ne pas avoir un grand choix de véhicules et même dans certains cas rares, qu'on se voit refuser simplement la possibilité de louer. Entre certaines villes, il y a certaines agences qui ne vont pas louer entre Denver et Los Angeles parce qu'ils ne veulent pas voir partir leur véhicule. Et souvent, les véhicules un peu particuliers, par exemple les minivans, les vannes de 10-12 places, les cabriolets décapotables, ces véhicules-là, c'est assez rare qu'on les trouve en aller simple parce que c'est des véhicules que les agences ont en nombre limité et elles ne veulent pas les voir partir sans les voir revenir parce que dans ce cas-là, ils vont se retrouver en déficit. Donc, c'est les véhicules les plus courants qu'on va retrouver dans les possibilités d'aller simple. Alors, il y a quand même une solution, souvent pour réussir quand même à trouver un véhicule si au départ ce n'est pas possible, on n'arrive pas à voir, c'est éventuellement de scinder votre location en 2 locations. Exactement. Si vous avez un Denver-Los Angeles, pourquoi ne pas essayer un Denver-Las Vegas, Las Vegas-Los Angeles? Des fois, en faisant ça, on va avoir plus de choix de véhicules et éventuellement aussi des prix moins élevés. Donc, si les prix sont très très élevés sur un aller simple, essayez de voir si en scindant la location en 2, ce ne sera pas mieux. Souvent, ce ne sera pas le cas, mais de temps en temps, ça nous a sorti quelques épines du pied. Testez également les différentes agences de la ville. Oui, exactement. Vous pouvez aussi vérifier l'agence de l'aéroport, mais si ça se trouve, l'agence en banlieue de la ville aura des possibilités que l'agence de l'aéroport n'aura pas. Donc, dans ce cas-là, vous prendrez un taxi entre les deux pour ce faire. Voilà. Alors, juste, dernier petit point par rapport, si jamais on scinde en 2 la location, il est vraiment préférable à chaque fois de louer le même véhicule sur les 2 locations. Comme ça, vous êtes sûr. De toute façon, généralement, si vous avez loué le même véhicule, vous garderez le même, ce véhicule-là. C'est juste votre contrat qui changera. Vous aurez 2 contrats différents. Voilà. Mais sinon, parce qu'il est possible que si vous louez 2 voitures différentes, qu'en fait, quand vous allez prendre le 2e véhicule, en fait, il ne soit pas forcément disponible. Exactement. Donc, si vous amenez vous-même le véhicule avec lequel vous allez les repartir, vous êtes sûr d'avoir un véhicule. Voilà. Ensuite, ce qui est important de regarder, c'est effectivement un sujet qui intéresse nos clients, sont les conducteurs additionnels. Alors, effectivement, d'une manière générale, les conducteurs additionnels sont payants chez les loueurs de voitures. En général, c'est un coût par jour, mais le plus souvent qui est plafonné. Donc, par exemple, je prends Avis. En général, si les prix n'ont pas changé, ça doit être 13 $ de plus par jour, mais plafonné à 65 $. Donc, si vous partez 15 jours, 3 semaines, ça ne sera pas plus que 65 $, ce qui n'est pas énorme. Alors, chez d'autres loueurs, ce n'est pas forcément le cas. Voilà, oui, ce n'est pas le cas pour tous. Hein, donc chez Hertz, il y a aussi un plafonnement, mais il est plus de l'ordre de 200 $. Et chez d'autres loueurs, il n'est pas plafonné du tout. Voilà. Alors, il y avait... Avant, effectivement, jusqu'à peu de temps, en fait, le conducteur additionnel était gratuit en Californie. Exactement. C'était vraiment un plus. C'était une loi qui s'appliquait en Californie et qui faisait que les loueurs de véhicules n'avaient pas le droit de faire payer les conducteurs additionnels. Donc, les conducteurs additionnels en Californie étaient gratuits de par la loi. Mais il y a eu un changement de la loi sous la pression des loueurs de voitures. Et maintenant, ce n'est plus le cas, avec cependant une tolérance pour les parents du loueur. Donc, c'est-à-dire que vous, votre épouse, vos enfants éventuellement, dans le cas de figure, ou vos parents, pourrez conduire le véhicule sans surcoût, avoir donc des frais de conducteur additionnel à 0. Donc le conjoint, c'est bon pour le conjoint. C'est bon pour le conjoint, mais par exemple, si vous partez à 2 familles et que vous louez un van et que vous voulez pouvoir être 2 sur les 2 familles à conduire, là non, en Californie, il faudra payer des frais de conducteur additionnels. Ensuite, théoriquement, c'est également le cas pour chez Hertz, pour le conjoint conducteur. Mais
avec la carte Gold. Ouais, hein, ils c'est ont ça une carte de réduction Hertz Gold, qui est Fidélité. une carte de fidélité, ouais, qui est gratuite, donc vous pouvez vous inscrire sur le site. Et normalement, avec cette carte, le conjoint, second conducteur, n'est pas censé payer de frais additionnels. La réalité, c'est que nous, ça nous a été refusé plusieurs fois, au motif que quand on prend avec un code, on n'est plus sur le tarif de la carte. Je vois pas très bien le rapport, mais bon. Donc sachez que c'est pas sûr que ça fonctionne chez Hertz, mais vous pouvez le tenter. En revanche, chez Avis, le conjoint est toujours ce qu'on appelle un conducteur autorisé. C'est même pas un conducteur additionnel que vous allez rajouter au contrat gratuitement. C'est un conducteur autorisé. Ça veut dire que chez Avis, votre conjoint peut conduire, même s'il n'a pas été rajouté au contrat. Il a le droit de conduire le véhicule. D'accord. Mais de toute façon, dans tous les cas, nous, ce qu'on conseille, effectivement, c'est de ne pas prendre le conducteur additionnel de façon à la réservation, mais de le faire sur place. Si on veut Oui, il l'ajouter. n'y a aucun intérêt à le faire à l'avance quand c'est proposé. De toute façon, ce sera à voir sur place et les modalités seront à voir sur place. Et donc, les conducteurs additionnels doivent être présents avec leur permis lors du retrait du véhicule. Exactement, sauf les conducteurs autorisés, donc le cas du conjoint chez Avis par exemple. Voilà. Il y a un point aussi qui est problématique lors d'une location de voiture et qui revient vraiment, qui est de manière récurrente, à savoir avec quelle carte réserver son véhicule. Réserver et retirer en fait. Ouais. Alors ça c'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas de réponse définitive et on lit tout et n'importe quoi sur les forums, etc. Alors la première chose à savoir c'est que d'abord il est important que ce soit le conducteur principal qui fasse la réservation. Parce que c'est la personne qui fait la réservation qui sera mis comme conducteur principal au contrat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette personne devra présenter une carte de paiement au retrait du véhicule. À son nom. Même si la réservation a été prise au nom de quelqu'un et c'est le conjoint qui a donné sa carte pour faire la réservation, même si c'est prépayé, vous ne pourrez pas retirer le véhicule si le conducteur principal ne présente pas une carte de paiement à son nom. Mais lors du moment où on présente cette carte, il arrive que certaines cartes soient refusées. Alors, quel type de carte est accepté ou refusé? Ce qui est accepté toujours, c'est les cartes de crédit. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des cartes de crédit, sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que si vous avez une carte de paiement à débit différé, vous avez en réalité une carte de crédit. Donc tous les gens qui ont des cartes de paiement à débit différé n'auront normalement aucun souci pour récupérer leur véhicule. Si maintenant vous avez une carte de paiement à débit immédiat, ce n'est pas une carte de crédit, c'est une carte de paiement, et dans ce cas, la plupart du temps, ça va marcher. Le problème est la plupart du temps. Alors, chez les gros loueurs, et si vous avez des cartes Visa ou Mastercard de grandes banques françaises, nous n'avons jamais eu le cas de figure où ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on a des clients qui, depuis une dizaine d'années, on doit avoir des centaines de locations qui ont été faites chez Avis et Hertz. Beaucoup de nos clients n'ont pas de carte à débit différé, donc n'ont pas de carte de crédit, et ils n'ont jamais eu de problème. Mais on lit dans les réseaux, dans les forums, de nombreuses personnes qui disent avoir eu un souci au retrait du véhicule parce que leur carte de paiement n'a pas été acceptée. Alors on ne sait jamais c'est chez quel loueur, dans quel agent, dans quel contexte. Voilà. Quand je dis que ça nous est jamais arrivé à aucun de nos clients, en réalité, maintenant ce n'est plus vrai, puisque le mois dernier, on a une cliente qui, à Los Angeles, s'est vue refuser sa carte de paiement à débit immédiat et n'a pas pu récupérer son véhicule. Pourtant, c'est une cliente régulière qui a déjà loué avec la même carte auprès du même loueur à plusieurs reprises les années précédentes. Donc nous ne savons pas exactement pourquoi cette fois-là ça s'est passé comme ça. Notre analyse de la chose, nous ce que nous pensons, mais nous n'en avons pas la preuve, c'est que si elle avait insisté, si elle avait demandé un manager, je pense qu'ils auraient fini par accepter sa carte parce qu'en fait ils n'ont même pas testé sa carte. Généralement le problème se pose quand ils prennent la carte et qu'ils essayent de faire bloquer une somme de caution et qu'ils n'arrivent pas à le faire sur une carte de paiement. Alors que sur la carte de crédit, c'est sûr qu'ils vont arriver à le faire puisque comme il y a la possibilité de crédit, ils peuvent toujours bloquer ces sommes. Mais là, dans le cas qui nous concerne, ils n'ont même pas essayé. Donc je pense vraiment que
Si elle avait insisté, ça aurait pu passer. On n'en a pas la preuve, Alors, on ne le saura jamais, donc on préfère le dire. Donc nous, notre conseil, c'est de préférence, c'est mieux d'avoir une carte à débit différé parce qu'on est sûr que ça passe. Mais après, il faut être honnête, la plupart des gens, avec une carte de paiement, ça passe aussi. Sachez juste que dans de rares cas, ça ne passe pas et quand ça ne passe pas, on ne vous délivrera pas de véhicule. un autre point qui est extrêmement important lors d'une location de voiture et lors de la réservation, c'est de faire attention aux assurances qui seront incluses. Exactement. Alors, comme on l'a expliqué déjà tout à l'heure, quand on réserve sur les sites européens d'Avis ou de Hertz, les deux assurances les plus importantes sont toujours incluses. C'est d'une part ce qu'on appelle la LDW ou CDW, c'est Loss Damage Waiver ou Collision Damage Waiver, c'est l'assurance qui va faire passer votre franchise à 0 $. Donc c'est ce qui fait que quels que soient les dégâts occasionnés au véhicule, que vous soyez responsable ou non responsable, vous n'aurez rien à payer. Votre franchise, votre reste à payer est de 0 $. C'est l'assurance essentielle. La deuxième assurance essentielle, presque plus essentielle que la première, parce que là, à la limite, c'est vous qui vous prenez votre risque avec le véhicule, c'est la responsabilité civile renforcée. Ce qui s'appelle généralement dans les contrats la ALI ou la SLI. Pour Additional Liability Insurance ou Supplemental Liability Insurance. Donc ça, c'est ce qui permet d'avoir une responsabilité civile qui est portée généralement à hauteur d'un demi-million de dollars. Avant, c'était $1 million. Je ne sais pas pourquoi, ils ont changé récemment pour les étrangers. Maintenant, c'est un demi-million de dollars. Mais en gros, ça veut dire que les dégâts que vous occasionnez à autrui, à un autre véhicule, à un bâtiment ou à une personne surtout, si vous faites un accident et qu'une personne est blessée, les dommages et intérêts aux États-Unis peuvent très très vite monter parce que d'abord les frais de santé sont très importants et puis parce qu'ils ont cette culture de faire payer très cher. Si vous n'avez pas d'assurance responsabilité civile renforcée qui va pouvoir couvrir sur des sommes très importantes, ça peut vraiment poser problème, donc c'est indispensable d'avoir cette assurance. Après, il y a d'autres types d'assurances qui sont, elles, facultatives, qu'on va vous proposer, que généralement on vous propose sur place, qui sont relativement chères et de notre point de vue relativement inutiles. Alors quand on dit sur place, elles vous seront proposées aussi lors de la réservation, mais vous pouvez effectivement ne pas les choisir. Et après, obligatoirement, la personne sur place vous les proposera. Ouais, le plus souvent en tout cas. Alors quelles sont-elles ces assurances optionnelles? La première, c'est celle qui concerne les occupants du véhicule. Donc le véhicule, comme on l'a dit avec la LDW, CDW, lui, il est assuré à 100%, mais les occupants, non. Ça veut dire que si vous avez un accident à l'intérieur du véhicule, par exemple, les frais de santé, les frais d'accident ne sont pas couverts par l'assurance de la voiture. Ils peuvent être couverts par autre chose, par exemple votre assurance santé à l'étranger liée à votre carte bleue, mais pas par l'assurance de la voiture. Si vous prenez cette assurance supplémentaire qui est relativement chère, vous êtes couvert pour les accidents personnels, corporels à l'intérieur du véhicule. La deuxième type d'assurance qu'on vous propose, c'est le vol des effets personnels, donc des bagages à l'intérieur du véhicule. Donc effectivement, j'ai dit que le véhicule était 100% couvert. En revanche, les effets personnels à l'intérieur du véhicule ne sont pas couverts. Si vous avez un ordinateur qui est cassé dans un accident ou si vous avez une valise qui est volée lors d'une effraction dans votre voiture, elles ne sont pas couvertes par ces assurances et donc il y a une assurance vol des bagages qui va couvrir ceci, mais qui est relativement onéreuse. Enfin, la dernière qui est proposée aussi systématiquement lorsqu'on est au comptoir, c'est la roadside assistance. Alors là, c'est toujours assez compliqué parce que les gens ne savent pas très bien. Ils ont l'impression que s'ils n'ont pas de roadside assistance, ils ne sont pas couverts sur les routes. Alors en réalité, si vous êtes couvert par l'assistance générale qui est liée à votre location de voiture, mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas couvertes par ces procédures d'assistance. Par exemple, si vous devez être dépanné, donc vous amenez votre véhicule jusqu'à un garage, ce n'est pas forcément couvert par l'assistance. Si vous crevez un pneu, le changement du pneu, il est remboursé, mais pas le fait de faire venir quelqu'un ou un remorqueur, etc. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ne sont pas couvertes, qui sont limitées en nombre. Si vous perdez les clés de votre véhicule ou si vous laissez les clés à l'intérieur du véhicule et que le véhicule est fermé, si on doit faire intervenir quelqu'un pour débloquer le véhicule pour pouvoir récupérer les clés, bah, typiquement ça, ce n'est pas couvert par l'assistance, donc c'est à vous de payer, sauf si vous avez pris la roadside assistance. Notre expérience néanmoins, c'est que quand on a besoin de la roadside assistance,
on ne peut pas l'utiliser. Ça veut dire qu'on va se retrouver sur une route perdue où on pourrait bien appeler, mais on ne capte pas. On va se retrouver dans des endroits où de toute façon il n'y a pas de dépanneur, donc on va falloir se débrouiller par soi-même. Et lorsqu'on est la plupart du temps là où on a des soucis, on est en plein dans un centre-ville. Quand vous êtes à Los Angeles, vous n'avez pas besoin d'une roadside assistance, il y a un garage tous les 500 mètres. Donc voilà, c'est pas réellement nécessaire. Bon, après, c'est à vous de voir, chacun est libre d'assumer ou pas certains risques, mais on a quand même beaucoup de cas de figure où les gens ont pris la roadside assistance, ils ont eu un souci et ils n'étaient pas couverts d'une manière ou d'une autre par la roadside assistance. Voilà, mais de manière générale quand même, concernant les assurants, nous ce qu'on conseille, c'est après, faites comme vous le sentez tout de même, et ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Voilà, il faut que vous partiez l'esprit tranquille. Exactement. En fait, ce qu'on achète souvent avec une assurance, c'est la tranquillité d'esprit. Donc, si pour vous, c'est important d'avoir ces assurances en plus, faites-le. Voilà. Donc ça, c'était les assurances. Il y aura d'autres choix que vous aurez à faire, non pas lors de la réservation, mais au comptoir. Alors effectivement, dans les questions qu'on va vous poser, c'est la question du plein d'essence. Soit vous allez rendre le véhicule, le véhicule il vous est toujours donné avec le plein, la voiture est pleine. Donc quand vous allez rendre la voiture, soit vous la ramenez avec le plein également, donc full tank, et dans ce cas-là c'est la formule standard, il n'y a rien de spécial à particulier, mais il faudra ramener la voiture pleine. Soit vous pouvez opter pour prépayer le plein du véhicule. Et dans ce cas-là, vous pouvez ramener la voiture avec peu d'essence ou quasiment pas d'essence du tout et vous n'aurez rien à payer. Donc ça, c'est vrai que c'est un confort parce que vous n'avez pas à réfléchir et à mettre de l'essence. En revanche, en général, vous êtes perdant financièrement parce que même si on vous fait payer l'essence de votre réservoir à un tarif préférentiel, et c'est le cas, ils vous font un tarif préférentiel, vous n'allez jamais réussir à la ramener vide. Et donc, du coup, c'est super galère. Nous, ça nous est arrivé une fois, on s'est retrouvé dans ces cas de figure-là. Et nos 3 derniers jours, on remettait de l'essence toutes les 5 minutes parce qu'en fait, on ne voulait jamais mettre trop d'essence pour pas qu'il y ait trop d'essence dans la voiture et c'était hyper galère. Ça, d'une part. Et d'autre part, quand même, je pense que c'est plus profitable aux compagnies, aux loueurs, qu'aux clients parce que vraiment, ils essayent vraiment de nous vendre cette option-là. C'est clair. Quand ils vous essayent de vous vendre une option comme c'est dans votre intérêt, c'est que c'est probablement dans le leur. Voilà, ouais. Ensuite, il y a le choix aussi de prendre ou pas la carte, enfin le pass pour payer les péages. Voilà. Alors ça va concerner très peu de gens parce qu'il y a assez peu de régions aux États-Unis où il y a des péages. Donc si vous êtes dans l'Ouest américain, il n'y en a pas dans beaucoup de régions. Mais par exemple en Floride, par exemple à New York, enfin voilà, il y a quelques États dans lesquels il y a des systèmes de péage. Et dans ce cas-là, l'agence de location peut vous proposer un dispositif qui est dans la voiture, qui est généralement installé sur le pare-brise à côté du rétroviseur central et que vous pouvez activer ou pas. Et si vous l'activez, vous pourrez passer tous les péages sans vous arrêter et vous serez refacturé à la fin de votre séjour du montant des péages plus d'un frais d'utilisation de ce service-là. Alors souvent dans certains États, même s'il y a des frais supplémentaires à l'utiliser, ça devient tellement compliqué de payer autrement que par ces systèmes automatisés que ça vaut le coup de les activer et de les prendre notamment en Floride. Ok. Donc on a ça, on a aussi la possibilité ou pas de louer des sièges auto sur place. Auprès du loueur. Généralement, les prix sont prohibitifs. En gros, la location du siège auto va vous coûter plus cher que l'achat d'un siège auto neuf. Donc nous, on conseille d'amener les vôtres. Mais après, si c'est compliqué pour vous, pour une raison ou pour une autre, c'est toujours une possibilité. De la même façon, il y a aussi la location de GPS. Aujourd'hui, franchement, l'intérêt, vu le coût qui est proposé, comme tous vos téléphones sont équipés de GPS et vous pouvez télécharger des applications qui font ça pour beaucoup moins cher. Donc, ça ne présente plus beaucoup d'intérêt. Enfin, il y a un point aussi qui est important, qui revient souvent, c'est la question du permis international pour louer un véhicule aux États-Unis. Donc le permis de conduire français est largement, suffisant, européen, n'importe quel permis européen est suffisant. Le permis national n'est pas nécessaire pour louer le permis international n'est pas nécessaire pour louer aux États-Unis. Oui, il n'est pas nécessaire, mais je tiens quand même moi à préciser, en lisant effectivement les réseaux et les choses comme ça, qu'il peut arriver, même si c'est jamais arrivé à nos clients ni à nous-mêmes, que certaines personnes ont eu un refus
de location, de remise en main du véhicule parce qu'ils n'avaient pas le permis international. Nous, ce que nous pensons de la même manière, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le droit, enfin, comme ça. Et donc, dans ce cas-là, il faut insister. Et demander un supérieur, il n'y a un aucune raison qu'on vous la refuse pour cette raison-là. Après, si cela vous tracasse, eh ben, faites le permis international, il n'y a aucun souci. Voilà. Par rapport au permis, deux, trois autres petits points. L'ancienneté du permis n'a aucune incidence aux États-Unis. Les gens se posent souvent la question, si j'ai un permis depuis moins d'un an, parce qu'en France, par exemple, quand vous louez, si vous avez un permis depuis moins d'un an, vous ne pouvez pas louer un véhicule. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Je le répète parce que les gens doutent, appellent Avis France qui leur dit si, il faut un permis de moins d'un an. C'est faux. Et ceci pour une raison très simple en fait, qui n'a rien à voir avec une différence de politique. Aux États-Unis, votre permis de conduire ne spécifie pas quand vous avez passé le permis. Et vous le refaites régulièrement, tous les 5 ou 10 ans selon les États. Et quand vous changez d'État, vous refaites encore à nouveau votre permis de conduire. Ce qui fait que des gens qui ont des permis de conduire qui datent d'il y a quelques semaines, il y en a des millions aux États-Unis. Et on ne va pas leur refuser de louer une voiture parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont passé leur permis. Donc la question de l'ancienneté du permis de conduire n'a pas lieu d'être aux États-Unis. Voilà, donc là on a vu les différents points. Juste un dernier point, l'ancienneté du permis n'a pas d'incidence. En revanche, l'âge du conducteur en a une. Si vous avez moins de 21 ans, vous ne pourrez pas louer aux États-Unis. Et si vous avez moins de 25 ans, vous allez payer une surprime importante par jour, un surcoût jeune conducteur qui est quand même assez lourd. Et là, il n'y a pas vraiment de possibilité de l'éviter. Donc là, on a vu les différents points pour effectuer la réservation. Maintenant, venons au point principal, à savoir la prise en charge du véhicule. Alors, c'est vraiment le moment essentiel. Et surtout, comment la réussir. Voilà. Quand il y a un problème avec une location de voiture, dans 80% des cas, le problème, il va se situer au moment de la récupération du véhicule. Alors, c'est un moment essentiel parce que, généralement, quand on arrive aux États-Unis, c'est par avion, avec un vol fatigant. On a le décalage horaire, on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est de prendre sa voiture, courir à l'hôtel et d'aller se coucher. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir à faire face à des problèmes, à des employés pas toujours commodes, insistants. Et là, il va falloir garder la tête froide. Alors, oui. Et ce qui est important de savoir, c'est que votre interlocuteur, la personne qui est en face de vous, qui sera souriante, voilà, est un vendeur. Voilà, c'est son métier et son but principal est de vous vendre des options. C'est-à-dire que vous arrivez avec un contrat que vous avez souscrit chez Avis France, comme ça, et lui, ce qu'il va essayer, c'est que vous en mettre un maximum. Donc, toutes les options, il va les passer en revue et vous les demander. Et si c'est un employé zélé, eh ben, il va essayer de vous convaincre pour chaque option. Donc, c'est pour ça qu'il est important de rester zen. Rester zen, mais attention, il faut surtout rester ferme. Comme ça. Du coup, voici pas nos astuces, mais nos conseils pour que ce moment-là, le passer au mieux. Alors, la première chose à faire, ce qu'on dit, c'est quand vous arrivez devant l'agence de location de voiture, généralement, c'est dans un car rental center dans les aéroports, donc c'est un gros endroit où tous les comptoirs des agences sont là. Vous avez une sorte de salle d'attente avec des endroits pour vous asseoir. Laissez vos enfants, vos valises dans cette salle d'attente et allez au comptoir à 2. Minimum. Si vous êtes plusieurs familles. Oui, voilà, mais pas avec tout. Non, mais pas avec tous le reste de la famille, les enfants, etc. Voilà. Mais allez-y seul ou plutôt à 2. Donc c'est bien de ne pas avoir la pression des enfants qui sont fatigués, qui sont ceci à côté de soi. Et c'est bien aussi de ne pas montrer combien vous êtes, combien vous avez de bagages. La première chose qu'ils vont faire quand ils vont vous voir nombreux, ils vont dire « Oh là, vous êtes nombreux, vous savez, le véhicule que vous avez pris, il n'est pas assez grand pour vous, vous n'allez pas pouvoir mettre tous vos bagages. Vous feriez mieux d'upgrader. » Là, vous allez avoir un doute, vous allez commencer à... Non, donc vous avez fait votre choix à l'avance, vous l'avez réfléchi. Donc on ne se met pas de pression supplémentaire avec ça. Et encore, t'es gentil quand ils disent « Vous feriez mieux ». Souvent, ils peuvent nous dire « C'est sûr, ça ne rentre pas ». Oui. Voilà, donc, ce qui peut être faux. Hein. Voilà. C'est important d'y aller à 2 parce que quand on va être dans une négociation compliquée, en plus dans une langue étrangère, on craquera moins facilement si on est 2. C'est-à-dire quand il y en a un qui ne sait plus trop, qui à un moment donné, bon bah voilà, le deuxième sera là pour épauler, et c'est souvent important d'y aller à 2, et puis aussi on reste plus calme à 2 quand on est tout seul, et c'est important
de ne pas craquer, mais de rester calme. On va y revenir. Voilà. Ensuite, le troisième point, c'est n'oubliez pas d'imprimer votre réservation avec le détail de tout ce qui est inclus dans votre réservation et le montant de votre réservation. Voilà, c'est pas important pour eux parce qu'ils vont pas vous le demander. Ils vont vous demander votre nom et ils vont récupérer votre réservation sur leur écran. Ils vous demanderont pas ce papier, mais c'est important pour vous de l'avoir pour au cas où il y ait quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez réservé, que ce soit au niveau du prix, de la catégorie du véhicule ou une chose comme ça, vous pourrez sortir le document, écoutez, et montrer, écoutez, j'ai fait cette réservation sur votre site. C'est pour ça aussi là que c'est important de ne pas passer par des brokers. Parce que quand on est passé par un broker, ils vont dire, attendez, moi je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté le broker, mais chez nous c'est comme ça que ça se passe. Là vous aurez fait la réservation chez eux, vous aurez le papier en tête Avis ou Hertz, et vous montrez que non, vous avez bien tel prix ou telle chose qui est compris. Voilà, et ça effectivement, nous est arrivé de nombreuses fois, et dont une fois c'était en Géorgie, je me souviens, on était avec des amis, on arrive, et là, le contrat qu'elle veut nous faire signer, moi je vois un montant qui ne correspond pas du tout à ce qu'on avait réservé. Alors nous, c'est vrai que c'était un montant en euros, et là, souvent c'est en dollars qui vous proposeront. Voilà, même quelle que soit la réservation que vous avez faite en euros, de toute façon, le contrat sera édité en dollars, obligatoirement, parce que c'est un contrat local. Voilà. Et donc, moi, je lui explique, je lui dis non, ça ne correspond pas du tout. Moi, ce que je veux, j'avais converti en dollars, c'est nous, on a réservé pour tel montant. Et là, elle me dit, c'est pas possible, je n'y arrive pas, c'est ça. Je dis, bah, si, on a une réservation, donc essayez. Et ça a pris une demi-heure où je pense qu'au moins 5 ou 6 fois, elle m'a fait des propositions de prix. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'elle faisait sur son ordinateur, mais le fait, et à un moment donné, je suis arrivée à un montant, j'ai fait ma conversion, c'était inférieur à ce que j'avais réservé, j'ai regardé que tout était bien inclus, bien sûr, et là j'ai dit ok, mais vous voyez que c'est possible, ils peuvent faire des modifications, même si la personne vous dit qu'elle n'y arrive pas dans ces cas-là, demandez à avoir une autre personne. Mais normalement, il faut retrouver le même montant ou moins. Voilà, alors une chose très importante à comprendre. Le contrat que vous allez signer, ce que vous avez jusqu'à présent, c'est une réservation. Le contrat que vous allez signer sur place, c'est ça qui vaut. Une fois que vous avez accepté le contrat sur place, ce que vous avez sur votre réservation ne vaut plus. Vous allez signer un contrat local avec l'agence américaine de Avis. Vous avez fait votre réservation sur Avis France, Avis Allemagne ou chez un broker, mais le contrat que vous allez signer, c'est un contrat avec Avis USA, un contrat en dollars local. Donc si une fois que vous avez ce contrat et qu'une fois que vous l'avez accepté, c'est ça qui vaudra et rien d'autre. Et vous ne pourrez pas dire, mais moi, ma réservation, oui, trop tard, vous avez signé ce contrat-là et c'est ce contrat qui vaut. C'est arrivé pour certains de nos clients qui avaient effectivement, il y avait des options qu'ils avaient finalement acceptées sans réellement le savoir. Et comme ils ont signé le contrat, il n'y a rien qui a pu être fait. Et donc, ils n'ont pas pu leur retirer ce montant-là. Exactement. Ça. Et une dernière règle, quand vous êtes quand vous êtes au comptoir, c'est que si vous obtenez, si on vous propose un modèle supérieur, un upgrade, dites-vous surtout qu'il ne sera pas gratuit. Voilà. La plupart du temps. Oui, non mais quand même. On arrive toujours à comprendre, on croit toujours que c'est gratuit parce que c'est dit d'une certaine manière, et en fait non, bien sûr que non. Souvent, ce ne sera pas gratuit. La seule raison pour laquelle ils pourraient vous faire un upgrade, c'est s'ils n'ont pas le véhicule, toute la catégorie de véhicules que vous avez, ils n'en ont pas. Et si la seule option qu'ils ont, c'est de vous proposer un véhicule plus cher, alors là, ils sont obligés de le faire. Mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, vous avez l'impression qu'on est en train de vous upgrader gratuitement, mais regardez bien, la plupart du temps, votre prix a changé. Donc, soyez très attentifs par rapport à ça. Enfin, un autre point aussi, c'est en cas de problème, on ne veut pas vous faire peur, on vous dit juste comment ça peut se passer. Voilà. Vraiment rester ferme, voire très ferme. Il est vraiment très important. Ferme, voire très ferme, mais calme, voire très calme. C'est important de faire la différence entre les deux. Ferme, ça veut dire que vous ne cédez pas, mais calme, ça veut dire que vous ne haussez pas le ton, etc. Parce que là, pour le coup, ça tourne mal et c'est pas en votre faveur. Ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent que vous ne craquerez pas
et que à un moment donné, il va falloir que eux cèdent parce que vous ne céderez pas. Mais il faut rester calme. Voilà. Bon, après, d'où l'importance d'être deux. Et aussi, en fait, on dit ne pas craquer, mais de temps en temps, il faut quand même se rendre à l'évidence. C'est-à-dire que même s'il y a un problème, donc nous, par exemple, il y a quelques années, on devait louer une Tao à San Francisco. On avait tout prévu, on avait réservé cette Tao pour pouvoir aller faire des canyons, donc passer sur des routes vraiment à 4x4. Hein. Et donc, on avait prévu de très belles randonnées comme ça. Et en fait, on arrive et là, ils nous disent, on n'en a pas. Alors, on était surpris. Nous, on se dit, éventuellement demain, enfin, comme ça. Non, on n'en a pas. Et ils ne voulaient vraiment pas nous en donner. Comme ça. Donc là, moi, je m'énerve. Bon, il ne faut pas, mais voilà. Comme ça. Et en fait, je dis, si, c'est ce qu'on a réservé. En plus, c'était l'aéroport international de San Francisco. Et en fait, de fait, ils n'en avaient pas. Voilà, on a bien attendu de se rendre compte. Je suis même allé vérifier sur le parking. J'ai vu des véhicules. Ils m'ont expliqué que ces véhicules devaient être renvoyés à la révision, qu'ils avaient un problème. Enfin, voilà, à un moment donné, il apparaissait comme évident qu'ils n'avaient pas de solution à nous fournir. Et donc, à un moment donné, quand on dit il ne faut pas craquer s'il y a un espoir d'avoir la chose. C'est-à-dire que s'ils ont un véhicule mais qu'ils ne veulent pas vous le donner parce que quelqu'un d'autre l'a réservé, mais que vous auriez très bien pu l'avoir, non, ça pour le coup, là, c'est pas normal. En revanche, s'ils n'ont pas de véhicule, ils vont pas l'inventer, et donc il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Donc c'est assez compliqué, parce qu'il faut vraiment être déterminé à obtenir ce qu'on veut, mais il faut aussi être réaliste à un moment donné, et quand finalement, si vous êtes obligé de craquer et de céder, il faut passer à autre chose, parce qu'il ne faut pas que ça vous pourrisse votre séjour. Vous allez adapter. Donc nous, sur ce séjour-là, on a été très strong. Quand on a vu que ça passait pas, ça a pris plusieurs heures. Hein. 4 heures. 4 heures. Bon, 4 heures, beaucoup de queue et un peu dans la discussion. Et quand on a finalement cédé, on a choisi quand même le véhicule qu'on souhaitait, un autre véhicule. mais qui ne nous permettait pas de faire ce qu'on voulait. Et bien, après, immédiatement, on se dit, ok, c'est pas grave. Voilà, ça y est. Maintenant, ça y est, c'est passé. Une fois que c'est passé, il faut dire c'est pas grave. Il ne faut pas que ça vous bousille vos vacances. Ce qui est important, c'est la suite. Mais si vous partez avec l'esprit perdant dès le départ, non, il n'y a pas, je vais hop, du coup, ils vont s'engouffrer dans la brèche et puis ils vont vous faire passer tout ce qu'ils ont envie. On dit que c'est passé, mais on a quand même réussi à avoir après des dédommagements, Silver. C'est pas tant des dédommagements, c'est que comme on avait un véhicule inférieur, on a demandé un prix inférieur qu'ils n'ont pas pu nous faire tout de suite, qu'on a obtenu après coup. Voilà, quand même. Voilà. Ensuite, lorsqu'on fait la prise en charge véhicule, donc là, on est au comptoir, on a signé le contrat, ensuite, on se dirige vers le véhicule. Et là, il est important de vérifier plusieurs choses, Silver. Ouais, alors là, c'est terrible parce qu'on a beau le dire qu'il faut le faire absolument, c'est vrai, on est tellement, on en a marre, on a passé des heures, on est fatigué, on a envie de machin, etc., que cette dernière vérification, on a du mal à la faire, et pourtant le nombre de fois où on se dit mais pourquoi on n'a pas vérifié avant? Donc qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que le véhicule a l'air en bon état, qu'il fonctionne, il faut vérifier que la clim fonctionne, il faut vérifier que la sono fonctionne. Le plein a été fait correctement, les pneus ne sont pas dégonflés, il n'y a pas de voyant anormal, parce qu'une fois que vous avez franchi la porte et que vous êtes sorti de l'agence et que vous en apercevez 2 jours plus tard, c'est trop tard, c'est galère de venir changer sa voiture, etc. Donc autant s'en apercevoir de suite, changer de véhicule alors qu'on est encore dans l'agence. Il arrive que des véhicules soient mal gonflés ou il y ait quelques petites défaillances. On ne peut pas s'apercevoir de toutes défaillances, mais quand même il y en a un certain nombre qu'on peut voir en vérifiant le véhicule, donc faites cette vérification. Et les voyants, ça arrive assez souvent quand même, hein. Bien faire attention aux voyants. Oui, voilà, s'il y a un voyant tout bête, mais un voyant de faire une vidange, partez pas à faire 10 000 km avec une vidange nécessaire, parce qu'à un moment donné, on va vous demander d'aller la faire vous-même et vous avez autre chose à faire. Et les pneus, quand même, les pneus, voilà, pneus bien gonflés, pas de voyant spécial, la clim qui tourne. Voilà, donc là, vous êtes devant votre voiture, vous avez fait toutes les vérifications, vous êtes prêt à partir. Et il faut faire une dernière vérification, à savoir regarder le boîtier de péage. Si vous en avez. S'il est sur on et off. En fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez l'utiliser, il faut le mettre sur on. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous le laissez sur off. Donc là, maintenant, vous avez votre voiture. Vous êtes prêt à aller sur les routes américaines et faire votre voyage.
Maintenant, votre location ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite, après, vous allez la rendre. Et là, il y a encore des vérifications et des choses à faire lorsque vous allez restituer le véhicule. Alors c'est beaucoup plus simple pour le coup, c'est même très très simple, puisqu'en fait quand vous arrivez vers l'agence de retour du véhicule, de location, la plupart du temps c'est un aéroport, donc quand vous arrivez à l'aéroport c'est souvent un grand labyrinthe, mais il y a toujours des panneaux Car Return, vous les suivez, généralement ils sont les mêmes pour toutes les compagnies, après ils peuvent se séparer à la fin pour aller vers différentes compagnies de location, et vous suivez le Car Return jusqu'au bout, et il va vous faire rentrer dans l'agence. Alors quand vous rentrez, vous ne soyez pas étonné, vous verrez c'est souvent des herses sur le sol, donc des petits picots que vous pouvez rouler dessus et ils vont se baisser. Et en revanche, si vous faisiez marche arrière, là, il arracherait vos pneus. Donc c'est pour faire en sorte que par ces entrées, on ne puisse pas sortir des véhicules, ce qui se comprend dans une agence, qu'ils n'ont pas de personnel pour vérifier en permanence. D'accord, mais avant d'être au Car Return, Silver, il y a 2 choses à faire. Ah oui, tu as raison. Avant Évidemment. rendre la voiture. On en a parlé avant. La plupart du temps, vous avez choisi de rendre la voiture avec le plein. Donc il faut faire le plein proche de l'aéroport. Vraiment dans les 2 miles de l'aéroport. Parce que si jamais il y a une contestation, ils vous demanderont un ticket de station essence. Et il faudra que la station essence soit pas à l'autre bout de la ville pour bien garantir que vous avez fait le plein. Donc regardez bien sur Google, là où il y a les stations, vous regardez le prix aussi de l'essence. Oui, la station la plus proche de l'aéroport est souvent très 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 chère. Donc prenez-en une qui soit dans les 2 miles, mais un petit peu plus éloignée. C'est ça, et surtout, comme dit Silver, gardez la facture, parce qu'en cas de contestation de leur part, vous pourrez prouver que vous avez bien fait le plein. Ensuite, il y a une autre chose, il faut que la voiture soit rendue propre. Voilà. Relativement propre. La voiture n'a pas besoin d'être rendue nickel comme on vous l'a donné, mais il ne faut pas qu'elle soit excessivement sale, que ce soit à l'extérieur et surtout à l'intérieur. Donc si jamais, comme c'est le cas avec nous, Oui. Si jamais vous faites un séjour un peu mouvementé, que vous campez, que vous avez plein de sable qui sont rentrés dans la voiture, etc. De la terre rouge. Voilà, prenez le temps de vous arrêter à une station-service où vous avez soit un car wash extérieur, ça prend quelques dollars, vous faites le service minimum, le programme de base, mais surtout l'aspirateur qui va vous permettre d'aspirer la voiture et de rendre, de pas avoir des frais qui vont vous être facturés à la suite si vous avez rendu une voiture trop sale. C'est dommage parce qu'une fois que vous avez facturé ces frais, c'est trop tard, ça va être facturé, vous serez plus là. Vous en apercevrez une fois que vous serez rentré en France et ce sera trop tard. Il y a quand même un autre point que j'aimerais rajouter, Silver, concernant la propreté de la voiture. Il ne faut pas fumer dans la voiture. Parce que si vous la rendez avec des odeurs de fumée, là, pour le coup, vous aurez des frais supplémentaires qui vous seront facturés. Et des frais de plusieurs centaines de dollars. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Donc, n'exagérons rien sur la propreté. La voiture n'a pas besoin d'être nickel. Mais si elle est excessivement sale, mieux vaut la nettoyer pour éviter tout problème. Donc là, on revient. Donc, on est au Car Return Center. Silver. Donc, une fois qu'on est rentré dans le Car Rental Center par l'entrée du Car Return, on va se retrouver dans une file de retour. Généralement, il y a un personnel qui va vous faire signe de vous avancer. Vous allez juste vous garer à l'endroit qui vous indique, donc généralement derrière la dernière voiture à s'être arrêtée. Et là, vraiment, les formalités sont extrêmement simples. Vous allez couper le contact, laisser les clés dans la voiture sur le tableau de bord. Ou directement dans les contacts. Et vous allez récupérer vos affaires pour rejoindre l'aéroport. Et à ce moment-là, il y a une personne qui va rentrer dans la voiture, qui va faire une vérification très très basique. Généralement, c'est vérifier que le plein a été fait. Il va tapoter sur sa tablette, scanner le code de la voiture, et soit il va vous éditer immédiatement un ticket, soit il va vous le faire envoyer immédiatement sur votre adresse email. Maintenant, c'est plus souvent le cas, mais on le reçoit vraiment tout de suite. On le reçoit dans les secondes qui suivent. Et ça, c'est important de vérifier ce ticket, qu'il soit envoyé par email ou que vous l'ayez reçu. Et notamment, si vous n'aviez pas prépayé, vérifiez que le montant est bien celui que vous deviez payer à la fin. Et si vous aviez prépayé, le montant indiqué sur ce ticket doit être de $0. Et si ce n'est pas le cas, c'est votre dernière occasion d'aller au comptoir et de régler le problème, parce qu'une fois que vous serez rentré en France, très honnêtement, ça va être très compliqué. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on avait pratiquement fini avec ce podcast sur la location de voiture.
j'aimerais juste une petite précision parce qu'au début, quand on a dit qu'on allait faire la prise en charge de la voiture, on a parlé d'aller au comptoir, mais en fait, il y a 2 petites options qui existent. Il faut juste le savoir, Siver. Alors, il arrive maintenant que certaines agences, soit parce qu'elles n'ont pas assez de personnel ou soit pour aller plus vite, aient des comptoirs virtuels. Donc en fait des écrans sur lesquels vous allez vous retrouver avec un opérateur, mais qui ne sera pas physiquement présent et vous allez faire les mêmes... Une visio. Voilà, en visio, exactement. Vous allez faire la chose en visio. C'est la même procédure, c'est de la même façon, sauf que l'opérateur ne sera pas présent sur place. Donc ça peut arriver. Et puis dans certains cas, généralement c'est le cas quand vous êtes abonné en tant que membre privilégié ou autre, il est possible qu'on se retrouve dans le cas d'une prise en charge express, c'est-à-dire que le contrat aura été préédité et dans ce cas-là, généralement, il n'y a rien qui a été rajouté, c'est le contrat tel que vous l'avez eu et vous allez directement aller récupérer votre voiture à l'endroit indiqué sur un panneau qui vous indique que pour votre contrat, pour votre nom, le voiture est à tel endroit, le contrat est à récupérer et vous pouvez partir directement. Voilà, je pense qu'on a vu tous les points qui étaient utiles, nécessaires pour une location de voiture aux États-Unis, Siver. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser, à nous laisser en commentaire ou via le blog. On y répondra, bien sûr. Et vous retrouverez l'essentiel de ces informations sur l'article du blog Location de voiture aux États-Unis qui se trouve sur le blog et qu'on mettra dans le descriptif du podcast si vous voulez cliquer dessus, notamment les codes de réduction, les liens vers les sites Avis et Hertz et toutes ces informations pour vous guider dans une location de voiture sereine et efficace. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.